Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul. J'accueille un invité que vous connaissez très bien sur la chaîne, l'ami Thierry de Pinson. Comment vas-tu? Salut. Ah ben écoute, Ça comme faisait un... longtemps, enfin pas si longtemps que ça, mais on a fait un petit frère Cohen. L'année dernière, on C'est a ça fait qu'on a fait le grand saut il y a pas longtemps. Ouais. Le Grand Saut, Dean Schröder l'année dernière. Des films qu'il faut remettre en avant comme cela. Après, à Et l'échelle de ton nombre d'émissions, effectivement, on peut considérer qu'on ne se voit pas beaucoup. oui, mais bon, voilà, un moment, mais on se parle beaucoup aussi en privé et on parle cinéma. Et un jour d'ailleurs, hein, enfin, pas qu'un jour, mais plusieurs fois, on a beaucoup parlé d'un réalisateur que tu apprécies beaucoup et que j'apprécie de plus en plus. Un réalisateur qu'on connaît pour quelques chefs-d'œuvre connus comme 12 hommes en colère. Bon, ça a été son premier, mais direct, Point Limite, Network, et on en passe. Mais aujourd'hui, on va mettre le focus sur un métrage moins connu, mais qui depuis quelques mois revient dans l'actualité et pour cause. Il s'intitule Daniel, on va dire Daniel, on va pas se prendre trop la tête avec les accents anglophones ici. Donc sorti en 1983, 84 en France, mais qui depuis a été presque, on va dire, d'une certaine façon invisibilisé, hein, et qui a pu avoir une ressortie l'année dernière en salle. Je crois il y a eu quelques séances, il y a encore peut-être quelques séances sur quelques semaines, mais surtout en DVD Blu-ray pour la première fois donc chez nous par Spectrum Films, je vais y arriver, qui a donc réédité tout cela. Et c'est un film très historique, mais aussi sur la famille, sur l'individu dans le groupe, comme souvent chez Sidney Lumet, avec le côté anti-système peut-être, et qui pourrait être en écho, pour le coup, il y en a un qui sera en écho 5 ans après, c'est le fameux Running on Empty, à bout de course, hein, Qui est bien plus connu, lui. voilà, qui est bien plus connu, mais qui n'est pas. Bon, surtout connu parce que River Phoenix, et après, voilà, le décès prématuré de cet acteur. Ici, pour interpréter le rôle principal, on va le dire, du fils, c'est Timothy Hutton, qui était un jeune premier, en gros, à l'époque, qui avait déjà eu un Oscar de meilleur second rôle pour un film de Robert Redford, Les gens comme les autres, hein, je crois. Donc, il a eu un début de carrière, on va dire, en fanfare. Et pour interpréter les parents, parce qu'il y a deux temporalités, on y reviendra très vite, nous avons Mandy Patinkin, qui quand même jouait Montoya dans Princess Bride après. Pas du tout le même rôle. Vous voyez, on va dire que le monsieur a eu une carrière très versatile. Lindsay Krause, qui joue la mère et qui avait déjà joué dans Le Verdict et Prince à New York auparavant de Sidney Lumet. Des films dont on parle peu aussi, mais qui sont très remarquables sur pas mal de points. Hélène Barkin aussi présente, et Amanda Plummer, hein, qu'on retrouve dans le rôle de la sœur. Une grande actrice, hein. Moi je trouve que c'est quand même une actrice dont on ne parle pas suffisamment, à part son petit rôle dans Pulp Fiction. Elle a toujours quelque chose, je trouve, dans ses prestations. Et beaucoup d'autres personnes qu'on ne va pas forcément citer ici, si ce n'est Edward Asner, qui est quand même connu, qui joue l'avocat. Voilà, parce qu'il y a une histoire de procès, oui, mais là, Sidney Lumet, il ne va pas nous le montrer du tout, le procès. C'est ça qui est intéressant aussi. On va en parler, mais que comme ça, on va dire, en filigrane. Et alors, c'est une histoire qui est adaptée d'un livre écrit par le scénariste du film, d'ailleurs, hein, Monsieur Doctorow, et qui s'appelait The Book of Daniel. D'ailleurs, c'est marrant parce que le film s'appelle que Daniel, et le livre, enfin, le livre s'appelle Le Livre de Daniel, en référence à l'Ancien Testament, d'ailleurs, hein, aussi. Et nous avons donc ici une œuvre presque adaptée de faits réels. On réécrit, si vous voulez, l'histoire que l'Amérique a connue dans les années 50, c'est-à-dire l'exécution du couple Julius et Ethel Rosenberg, qui avait été accusé d'espionnage à l'époque de la chasse aux sorcières, hein, le fameux macartisme. Les États-Unis qui voyaient des communistes partout et qui s'imaginaient que le moindre communiste sur son territoire était un ennemi absolu au service donc de Staline et des successeurs de Staline. Là, c'est quelque chose de profondément réel. Sauf qu'ici, ça a été un peu retourné. C'est plus les Rosenberg, c'est les Isaacson, là. Et on va s'intéresser plutôt au fils de ces personnes exécutées. Et on va suivre Daniel dans fin des années 60, avec un autre mouvement de contestation, droit civique, mais surtout contre la guerre du Vietnam. Et Daniel, qui est un gars voilà, qui s'est intégré dans la société, un petit bourgeois, qui est encore étudiant, je crois, qui a une femme et un enfant, et qui a un petit peu rejeté l'héritage de son père et de sa mère. Sauf qu'en voyant sa sœur très contestataire, à un moment, de fil en aiguille, il va s'intéresser vraiment à ce qui s'est passé pour ses parents, et on va voir des flashbacks, à la fois souvenirs de Daniel, mais pas que.
parce que sur la timeline, dans le passé, il y a plusieurs trucs. Et donc Daniel va s'ouvrir à son passé et peut-être ainsi enfin devenir lui-même, d'une certaine manière. Il y a un truc là-dessus, on développera certaines choses aussi en zone spoiler, mais en soi, il n'y a pas énormément de choses à spoiler dans le film, vu que dès le début, on annonce que les parents ont été exécutés, clairement, et qu'on a un pamphlet anti-exécution aussi sur la première intervention de Daniel face caméra, comme ça. Et aussi toute forme d'exécution ou de torture dans l'histoire. Faire des liens avec la chasse aux sorcières aussi, forcément, parce qu'à un moment, on évoque Jeanne d'Arc, entre autres. Et c'est un film que j'ai découvert sur le tard, ok, et que toi, tu connais bien, mon cher Thierry. Donc, ah, que je connais bien, c'est vite dit. Hein. Tu as vu au moins 2 ou 3 fois, là. Non, là, c'était la deuxième pour l'émission. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps dans, justement, la découverte des derniers Lumettes qui me manquaient. On va dire ça comme ça. Parce que donc, c'est assez récent, en fait. C'est vrai que tu écris beaucoup sur Sidney Lumet. Donc, voilà. Oh, ça fait un petit moment, ouais, j'ai dû écrire sur 2-3 films, effectivement. Et à chaque fois, le but était d'écrire sur ceux qui sont moins connus quand j'en découvrais. Et effectivement, Daniel aurait pu y passer. Risque d'y passer, on ne sait jamais. Ah, c'est possible. Et du coup, quel est ton rapport avec ce film et comment le situerais-tu, on va dire, dans ton parcours et dans le parcours de Sidney Lumet au sens large, parce qu'on en a vu quelques-uns. Dans le parcours de Sidney Lumet, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que Sidney Lumet, c'est quelqu'un qui, même s'il a des films connus, et pour certaines raisons, ne serait-ce que pour sa manière de s'attaquer aux institutions, ce que tu disais, voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de films qu'on peut qualifier presque d'anti-flics, enfin, mais dans le vrai sens du terme, dans le sens anti-système policier. Dans la réflexion que ça va apporter, c'est quelqu'un qui a été extrêmement critique envers la justice de son pays et la manière aussi de procéder, ne serait-ce qu'avec son premier film, en disant le système de jury n'est pas forcément un système qui fonctionne à partir du moment où tout le monde fonctionne à l'émotion sans raison et peut choisir par mouvement de masse de condamner quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'il va beaucoup travailler dans son... dans sa filmographie jusqu'au dernier film d'ailleurs de justice qu'il fait entre guillemets, qui est Jugez-moi coupable, en disant à partir du moment où quelqu'un de toute façon a la tchatche et peut emporter l'auditoire, tout le monde est à même de innocenter quelqu'un. Voilà, il fait le contre-pied. Donc c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à ça, en essayant de relever les failles de son système, et pourtant c'est quelqu'un que l'on ne considère pas comme un réalisateur extrêmement engagé. On le considère comme, il y en a plein qui disent, c'est le plus grand réalisateur américain parce qu'il sait tout faire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours au service du scénario. Il écrit rarement ses scénarios, même s'il est souvent en réécriture, en fait, contrairement à ce que l'on pense. Et c'est quelqu'un qui s'adapte énormément à tous les genres qu'il va faire. Donc c'est quelqu'un de très versatile, en fait, Lumet. Au-delà de tous les films qu'on lui connaît, il change, il va aller dans l'horreur, il va aller dans plein de trucs. Alors, pas toujours, d'ailleurs, avec grand succès, mais toujours avec... une forme, on va dire, de dévotion. Là, je pense à Child's Play, c'est Les yeux de Satan, je crois, en français, qui est oui, on peut presque dire un nanar, parce qu'il se prend extrêmement au sérieux. Rien à voir avec Chucky. Rien à voir avec Chucky, effectivement. C'est sorti 10 ans avant, mais ça a le même nom. Pardonne-moi de t'interrompre 2 secondes, mais ce que tu dis est très important et très intéressant, et on peut s'en rendre compte d'autant plus en lisant son livre Making Movies, faire un film en version française, que j'ai lu aussi il y a quelques mois. Et on voit à quel point il est impliqué, comme tu le dis, il n'écrit pas ses scénarios la plupart du temps, mais il est hyper impliqué dans la pré-production, etc. Bien sûr. Donc, en fait, il fait penser à Fleischer, un peu, à Richard Fleischer dans la manière de faire. C'est-à-dire que Fleischer, c'est quelqu'un, même quand il fait des films qui sont annoncés comme de toute façon étant pas bons, quand il fait... je sais plus, que ce soit Conan, les Souteurs ou Calidor, je sais plus, en fait, ce genre de film-là, et que oui, le mec sait très bien où il va, mais il va y aller avec une sincérité assez incroyable. Et quand là, je pensais, pour ça que je citais Les yeux de Satan, avec ce pauvre James Mason qui est perdu dans le rôle d'un espèce de proviseur cynique, à moitié diabolique, voilà. Et tu te dis, ouais, mais il le filme avec folie, il y va, il essaye de se dire, si l'horreur doit être clinquante, elle sera clinquante. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas lui retirer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Lumet. Mais effectivement, il a ses marottes, et ses marottes, c'est la politique de son pays. Voilà. Et il a réussi à distiller ça à travers une œuvre qui, du coup, est très dense, mais qui va avoir des balises. Daniel en est une. C'est pour ça que je trouve ça assez étonnant que Daniel ne soit pas monté, on va dire, d'une certaine façon. Quand on dirait les 5 grands films de Lumet, qu'est-ce que c'est? Tout le monde dirait... c'est Serpico, c'est 12 hommes en colère, c'est Un après-midi de chien, c'est Network, et ça pourrait être Daniel, dans le sens où ça correspond vraiment aux thématiques principales de Lumet. Quand il fait ce film-là, et après, justement, je vais peut-être du coup dériver sur ce que tu me disais sur mon rapport au film, il sort, pareil, on pourrait dire, il est dans une continuité, et pas tant que ça. Ça pourrait être la continuité du Prince of the City, ou même de The Verdict.
Mais pas tant que ça. Voilà, c'est ça qui est assez fou. Après, voilà, il y a des choses dans The Verdict. Il attaque déjà le film de procès, donc il se remet un petit peu dans ce bain-là. Mais pour moi, Lumet est quelqu'un qui, même s'il a jamais été opportuniste, il a toujours fait les films qu'il voulait quand il voulait. C'est pour ça aussi qu'il traverse un peu l'Amérique sans être dans voilà le film popcorn dans les années 80, le film du Nouvel Hollywood dans les années 70, le film un peu enfin le backlash de l'Amérique dans les années 90. Il a jamais fait ça. Lui, il a juste fait les films qu'il voulait et a été accepté. Et les productions lui ont toujours laissé faire ce qu'il voulait quand il voulait. Ça, c'est déjà assez fou. Mais Daniel répond aussi pour moi à un autre film qui est celui de Warren Beatty qui sort 3 ans avant, qui est Reds. Voilà, qui lui va justement essayer plus d'expliquer la montée du communisme, la raison du communisme aux États-Unis, le fait que même si ils se sont tous fait happer par une forme de propagande russe sur ce qu'est le communisme, ils n'allaient pas appliquer le stalinisme. Et ça, c'est assez intéressant de le constater, de voir tout ça. Et Beatty, bon, qui sauf contraire, a l'air d'être un communiste assez convaincu quand tu vois son film. Mais aussi l'accent là-dessus. Et je pense que lui mettre ça résonne. Déjà parce que Reds a un certain succès, ça résonne et il se dit c'est l'occasion aussi de parler de ça, c'est l'occasion de mettre un petit peu en avant des choses qu'il ne mettrait pas forcément aussi en avant. C'est l'un des premiers films où il aborde également la condition, je ne sais pas si c'est le terme, mais où il aborde la situation des Juifs aux États-Unis à une certaine période de l'histoire. Voilà, parce que c'est pas forcément trop dit d'ailleurs. Il y a eu le prêteur sur gage aussi. Mais il a fait le prêteur sur gage, ouais, bien avant. Mais pareil, il va pas énormément parler de ça, et là, il va le mettre un petit peu au premier plan, même si Daniel ne parle pas tant que ça de ça. Mais il va justement le ramener à mesure en disant qu'il y avait aussi ça, qu'il y avait aussi quand même une souffrance dans cette famille qui est due à une histoire qui est très lourde. Donc ça, déjà, c'est assez intéressant. Voilà. Donc du coup, moi, mon rapport à Lumet, c'est toujours le même, c'est-à-dire celui où tu décides de faire sa filmographie complète, tu trouves les films que tu peux, tu découvres ça, tu te dis, waouh, mais c'est incroyable, tout ce dont on parle pas. Et puis, il t'en manque. Tu te dis, bon, bah, ceux-là, je les découvrirai plus tard. Ça doit être vraiment les moins bons, parce que forcément, ceux-là, s'ils sont pas trouvables, hein, c'est que. Puis tout à coup, tu trouves À bout de course. Puis tout à coup, tu trouves La colline des hommes perdus. Puis tu trouves The Offense. Et tu te rends compte qu'en fait, il a des mauvais films. Lumet a des mauvais films. On en a cité un tout à l'heure. On peut citer Family Business, qui sort quelques années après. Voilà. Mais quand même, généralement, c'est du très bon, voire de l'excellent. Et découvrir celui-là, voilà, comme je disais, sur le tard, moi j'ai découvert Les coulisses du pouvoir juste après. Et à la recherche de Garbo, pareil, ce sont des plus petits films, mais une sympathie extrême. J'ai découvert Le groupe aussi. À peu près en même temps que Daniel, et ça c'est pareil, ça c'est exceptionnel. Donc voilà, enfin c'est bon, voilà, mon rapport avec le maître, c'est celui de il faut absolument que je vois tout parce qu'il y a des surprises partout. Je crois qu'il m'en manque un ou deux qui sont vraiment très difficiles à trouver, en tout cas par moyens légaux. Donc on va peut-être rentrer dans des formules différentes parce qu'à un moment il faut voir les films. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est toujours là pour surprendre. Et effectivement, quand Daniel était ressorti, bah, ça a été l'occasion de trouver des copies intéressantes et de comprendre pourquoi, justement, il a intéressé pour la ressortie. Tu as fait le raccord avec Running on Empty, donc À bout de course. Et tu as tout à fait raison. Les films vont se baser sur un fond différent, mais vont quand même avoir quelque chose de similaire sur la quête d'identité, sur plein de choses. Et je trouve qu'en ce moment, et donc là pour voilà, terminer la parenthèse et répondre vraiment à ta question, en ce moment on a une actualité politique qui est quand même assez dégueulasse avec tout ce qui se passe. Et découvrir Daniel, bon, c'était il y a à peu près un an, dans un cadre justement d'instabilité politique, même en France, on n'est pas non plus à certains niveaux comme le Trumpisme qui revient en masse aux États-Unis et qui annonce pas mal de dangers qu'on a pu voir là-dedans, le retour d'une certaine forme de McCarthyisme, cette fois-ci basé sur d'autres personnes, ce qu'on a eu aussi d'une certaine manière en France, là, avec ce qui a été annoncé sur les binationaux il n'y a pas très longtemps, enfin, voilà, si on devait citer que ça. Donc le découvrir dans ce cadre-là, c'est comme quand moi, le premier film que j'ai regardé l'année dernière, c'était La classe ouvrière va au paradis, tu vois, je l'ai déjà cité, je suis sûr, sur ta chaîne. Mais ça, c'est quelque chose où tu te dis, en ce moment, je suis très énervé face à certaines situations, je vois ça et je vois quelqu'un qui est en train de me dire, t'inquiète pas, je suis énervé aussi, hein. Voilà. Et ça résonne en fait, ça résonne. On avait besoin de ce film-là. Donc là, le fait de l'avoir revu pour en parler avec toi, ça résonne d'autant plus parce que là, le film a pris une autre ampleur puisque les choses se sont en plus accentuées depuis et on voit des dangers qui sont bien présentés dans le film, quoi. La fameuse chasse aux sorcières. Donc là, en plus, on parle de personnes qui ont été exécutées sur une suspicion. Bon, communistes, ils le sont. Voilà, là, il y a aucun doute là-dessus. Mais
potentiellement, qui pourrait éventuellement un jour, c'est Minority Report, hein, si on veut, dans cette optique, qui pourrait un jour créer des problèmes, espionnage, machin. Voilà. Ce qui peut encore arriver beaucoup dans notre société, où aujourd'hui on accuse beaucoup de gens à tort et à travers sur des potentiels, en faisant des amalgames à droite à gauche, sans trop réfléchir derrière. Donc finalement, cette histoire de chasse aux sorcières, elle est un petit peu, j'allais dire, intemporelle et internationale, dans le sens, on va dire, premier du mot. Et ce qui est intéressant avec Daniel, et ça c'est du pur ciné-lumet, tu l'as dit, cinéaste engagé, mais peut-être pas trop, pour certaines personnes, pas vraiment. D'ailleurs, c'est marrant quand on parle de ciné-lumet avec certaines personnes. Par exemple, de ce film, on l'a évoqué, je crois, sur les réseaux sociaux récemment avec quelqu'un. On dit, ah oui, bon là, on est sur les faits, il n'y a pas de prise de position, tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend. Avec ciné-lumet, parce que je pense que c'est la force de ce réalisateur, c'est qu'il nous permet des degrés de lecture très variés. C'est aussi la force de son cinéma. C'est-à-dire qu'il nous présente ici des faits historiques. Donc, on y voit, nous aussi, par rapport à ce qu'on ressent, avec un fond derrière qui est quand même bien développé, passionnant et pertinent, on y voit aussi des choses politiques, parce que c'est du cinéma politique aussi, hein, ciné-lumet. Est-ce qu'il s'engage? Est-ce qu'il donne un avis? Peu importe, puisqu'il montre beaucoup de choses. Puisqu'ici, donc, il nous montre le destin tragique des parents et des enfants derrière, à cause de ce que les parents ont subi. Mais il porte aussi un regard intimiste sur l'humain, qui fait que Daniel, au début, il nous est montré comme ça, en mode, moi je m'en fiche, enfin je m'en fiche pas, mais je vis ma vie, mes parents sont morts, je vis ma vie. La sœur, elle n'a jamais pu vivre sa vie, et elle dépérit, c'est une catastrophe, c'est terrible, hein, ce qui arrive à la sœur, jouée par Amanda Plummer, etc. Et Daniel va petit à petit ouvrir les yeux. Et c'est là, après, Ciné-Lumet, il nous donne les ingrédients comme cela, il nous fait son film, et c'est à nous de se dire, tiens, est-ce que Daniel s'est menti à lui-même, ou est-ce qu'il renaît d'une certaine manière par rapport à cette quête de vérité? Il n'y a pas de vérité, d'ailleurs. Le film ne veut pas, ne propose pas la vérité. La seule vérité que l'on voit et qui est factuelle, et Ciné-Lumet ne met pas le doigt dessus, il fait du cinéma, c'est-à-dire avec sa subtilité de cinéaste, sans le dire directement, mais il le raconte avec ses images, avec ses plans, avec sa narration. Il nous le dit clairement, la seule vérité, c'est que les États-Unis détestaient le communisme et de facto, on était coupable si on était communiste. Voilà, point barre. C'est ça, hein, l'histoire du film, en fait. C'est-à-dire que, oui, grosso modo, si vous êtes militant engagé, que vous faites des manifs et que vous fréquentez les mauvaises personnes, aux yeux de l'Amérique, tu seras coupable. Peu importe si tu vas trouver des preuves sur l'espionnage ou non, on part du principe, et ces deux personnes-là en sont un exemple, hein, c'était un des exemples, hein, les personnages de l'histoire, ici représentés dans la fiction, ont été faits en tant qu'exemple, comme quoi, vous voyez, la chasse aux sorcières, hein, si vous êtes communiste, faites gaffe, hein, grosso modo, c'est ça. Et c'est ce que Ciné-Lumet nous montre, au final. C'est que l'engagement avec ces idées, dans certains contextes ici, les États-Unis et ses institutions, parce que souvent, hein, c'est ce qu'il fait, Ciné-Lumet, l'institution judiciaire, etc., et les médias, enfin plein de trucs, hein, eh bien, ça te condamne d'emblée. Voilà. Si tu n'es pas dans le moule global de cette Amérique-là. Et il le fait souvent, ça, Ciné-Lumet. Et après, il questionne la place de l'individu, parfois dans la famille, du coup, comme Running on Empty, avec des générations, et l'héritage derrière. Est-ce que les enfants doivent de facto subir cet héritage ou devenir les parents ou pas? Ou suivre leur propre chemin, mais tu peux suivre ton propre chemin aussi en reconnaissant ce qui s'est passé. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant psychologiquement et humainement comme film. C'est-à-dire qu'il y a ça, il s'est passé ça. Nous, on le voit du point de vue de Daniel qui se souvient petit à petit, mais voilà. Et maintenant, que va faire Daniel? C'est ça la question. Trouver la vérité ou justement apprendre à vivre avec ce qui s'est passé? Le film fait deux choses. Lumet fait deux films en réalité très distincts et n'en déborde pas. Parce que c'est vrai que ce que tu citais, donc du coup sur l'une des réactions, qui disait, enfin là on peut le citer, qu'il n'y a pas de biais idéologique. Ça c'est pas vrai. Ça, je pense pas qu'on puisse à un certain moment dire ça. Et au contraire, le film a une façon d'exposer la chasse aux sorcières, le macartisme et la manière dont ça s'est passé, notamment voilà sur les personnes affiliées au communisme. Il est très clair là-dessus et il montre à quel point ça s'est mal passé et c'est horrible. De toute façon, le film commence sur, comme tu le disais, Daniel qui est en face cam et qui explique une des exécutions qui est possible.
Et à chaque fois, le film, justement, est chapitré de cette manière-là, par Daniel qui revient face cam et qui raconte, tiens, je vais vous raconter l'écartèlement, tiens, je vais vous raconter l'injection létale, je vais vous raconter la chaise électrique. Il va nous raconter tout ça, non pas pour dire, on sait pas trop comment mes parents allaient être exécutés, mais pour dire, vous savez, la peine de mort, ça existe de telle façon, de telle façon, de telle façon. Et à chaque fois, c'est horrible. Voilà. Donc déjà, il y a un positionnement très direct, comme tu le disais. C'est Lumet lui-même qui parle là, en fait. Bien sûr. Une façon de dire, il n'y a aucune manière de sauver la façon de faire. C'est toujours des méthodes barbares. C'est toujours des méthodes dégueulasses. Et personne, de toute façon, ne doit décider de donner la mort à quelqu'un. Voilà, je veux dire, ceux qui l'ont décidé peuvent être jugés et condamnés pour tel, mais pas à la mort. Parce que sinon, ça fait qu'on devient la même chose. Mais bon, ça, il le dit. Je le dis aussi. Voilà. Autant. Enfin, là-dessus, il est très clair. Effectivement, comme tu le dis, c'est quand même des gens qui ont été suspectés de quelque chose, qui ne vont pas agir. Il y a un moment où tu as quelqu'un qui dit à Daniel, mais tes parents, c'était pas des anges. Hein. Ils l'auraient sûrement fait s'ils le pouvaient, ça. Mais tu n'en sais strictement rien. Mais au tout début du film, tu as une scène de repas avec, du coup, les deux enfants. Donc là, dans le présent, enfin dans la diégèse du film, avant qu'on ait les flashbacks, avant qu'on ait tout ça, où Daniel discute avec donc sa sœur, comme tu sais, qui est jouée par Amanda Plummer. Donc Daniel et Suzanne sont en train de discuter. Et Suzanne, donc on sent qu'elle est pas bien. On sent qu'elle est beaucoup plus atteinte. Non pas, enfin Daniel est atteint par une chose qui est le mal qui a rongé sa famille à cause de l'engagement des parents. On va dire ça comme ça. Suzanne, elle est rongée par l'engagement des parents qu'elle veut magnifier et qu'elle veut représenter. Et elle dit un truc à son frère, et c'est là-dessus que se base toute l'opposition, et donc, on va dire, le départ du second film. Elle lui dit, je te l'ai écrit pour justement le citer, la bonne position, je crois, n'est pas de critiquer de l'extérieur, mais d'être à l'intérieur et d'aider à créer. Voilà. Ça, c'est la position de Suzanne. Elle est là en mode, c'est facile de critiquer, c'est facile de dire, ils n'auraient réussi à rien, de toute façon, leur organisation, c'était n'importe quoi. Mais si toi aussi, tu considères que ce système a un problème et que tu te mets pas à l'intérieur, justement, du combat pour aider à créer une autre façon de combattre, on n'arrivera à rien. Donc, Daniel apprend. Et au final, c'est ce qu'il fait, d'une certaine façon. En apprenant, en lissant son point de vue, en essayant de découvrir la vérité, il apprend comment combattre. Et donc, le deuxième film, c'est justement celui qui pourrait ne pas avoir d'idéologie, on va dire, qui est, oui, mais au-delà de tout ça, il y a des familles, il y a des gens, il y a l'intime. Et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est montrer comment, justement, une famille comme ça peut être totalement éclatée par ça. On le voit, ça, dans l'un des flashbacks. D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu après sur les régimes d'image, parce qu'il y a un truc qui m'avait intéressé, et merci Bartoviak pour ça. C'est un passage où, justement, il y a un discours qui s'apprête à être prononcé, il y a une scène, et la première chose que disent les militants, c'est ça, c'est les Isaacson qui s'apprêtent à parler. Appelez les enfants, faites-les monter sur scène. Et les gamins n'ont pas envie. Et ils sont portés à la foule, là, comme si tu faisais un slam dans un concert de métal. Et, enfin, de métal ou d'autres choses, hein, d'ailleurs. Et, mais c'est très marrant la manière dont c'est montré, parce qu'un slam, généralement, enfin, un slam, ou en tout cas, une portée à la foule. On a les gens qui sont heureux, qui sont assis, qui lèvent les poings. Là, ils sont filmés, vus du haut, jamais sur le côté. Ils sont jamais à la même échelle que les gens qui les portent. Et surtout, ils sont de dos. Les deux enfants. Et les deux enfants, on sent que la gamine, limite, elle est en train de nager pour essayer de replonger à l'intérieur. Dès l'instant qu'il y a un plan sur son visage, elle n'est pas du tout heureuse de ce qui se passe. Et lui non plus. Et Daniel non plus. Donc là, quand ils sont vraiment petits. Donc dès le début, on nous dit, il y a déjà un petit problème avec ça. C'est très inconscient de la part des parents qui acceptent le truc en se rendant pas compte. Au moment où le gamin insiste pour aller en manif avec eux, il va et se rend compte de ce que c'est, quoi. Et de la part des gens, c'est le côté on instrumentalise les gosses. Voilà, on est content d'avoir les gosses avec nous. Avec un symbolisme très intéressant, mais pour le coup, c'est très direct. La petite fille qui est habillée de rouge, qui reprendra les combats communistes des parents après. C'est de Lady in Red, de Little Girl in Red avant la liste de Schindler. Rien à voir, hein, sur le papier. Rien à voir, quoique. Mais bon, je pense pas. Imagine si Spielberg a fait ça parce qu'il avait vu Daniel de Ciné Lumet. Je pense pas, mais bon, ça peut être inconscient aussi. Oh, j'imagine qu'il l'a vu. Ah, j'imagine, j'en sais rien, mais c'est un symbolisme assez évident aussi, voilà, mais c'est un symbolisme évident et ça peut être du symbolisme inconscient. Le nombre de fois où on va se fier sur une image que l'on a vue qui nous a marqué sans forcément être capable de la resituer. Bah, voilà, je vais pas parler à la place de Spielberg. Même sur les costumes, il le dit dans son bouquin, il laissait rien au hasard. Donc le fait qu'elle soit vraiment de rouge vêtue, qu'elle ressorte. Alors que le frère, il est le frère, lui, il est neutre, le frère, quoi, déjà. Surtout quand il joue dans le passé sur des couleurs beaucoup plus ternes, qui sont presque dans une espèce de dégradé photographique qui va aller vers les teintes de jaune comme si c'était très délavé, et le rouge est pétant.
Donc oui, non, bien sûr que non, c'est impossible de se dire que... Ou alors, c'est quel hasard, quoi. Mais oui, mais en tout cas... Tu l'as sous-entendu en sous-jacence, on peut déjà le mettre là, le film, pour marquer les deux temporalités, enfin, grosso modo, le passé et le présent et tout, n'a pas la même photographie. Bien sûr. Voilà, avec un filtre 85, hein, je crois que c'est ça le terme technique que son chef-op attitré à l'époque. Hein, il était jeune à l'époque d'ailleurs, Andrzej Bartowiak, que tu as cité, du coup, qui utilise alors, vous savez, si vous n'avez pas le film en tête, c'est un petit peu ces teintes qu'on a dans le Parrain 2 pour les scènes du passé, quoi. Ouais. Pour faire simple. Et donc, par contre, dans le présent, il y a un truc, il n'y a pas de filtre, justement, et Sidney Lumet, justement, quand il tombe sans filtre, ça veut dire beaucoup de choses aussi, un petit peu bleu, comme ça, qui nous fait presque plonger dans une autre réalité, qui n'est pas vraiment une réalité, qui est le présent d'un Daniel qui, finalement, ne vit pas vraiment sa vie, au final. Et après, sans en dire plus, mais bon, les photographies vont se rejoindre plus au fur et à mesure que Daniel va se rapprocher de cette quête du passé. Voilà, par exemple, les teintes vont être de plus en plus bleutées, moins jaunâtres dans le passé, etc. C'est intéressant ça, parce qu'il y a un énorme travail derrière qu'on ne voit pas forcément de prime abord. Enfin, l'évolution, on ne la voit pas de prime abord. C'est parce qu'il en parle dans son bouquin, s'il les lui met, qu'après tu te mets à réfléchir dessus. Hein. Mais c'est vraiment pertinent. Quoi. Il y a un truc intéressant dans les teintes bleutées aussi, et c'est con à dire parce que même s'il l'utilise en plus quand il le fait parler en face cam, hein, tu vois, c'est que le point se fait énormément de plus en plus sur le regard de Daniel, sur ses yeux qui sont extrêmement bleus aussi. Oui. Mais et ça vient embrasser le fond de caméra, et ça c'est intéressant. Mais oui, non, mais il y a un travail. Mais Bartowiak est un chef opérateur assez fabuleux, qui, comme tout chef opérateur assez fabuleux, est un réalisateur médiocre. Je veux dire, on ne va peut-être pas citer Doom, Roméo doit mourir ou d'autres trucs. C'est assez marrant de se dire que ces mecs-là se perdent après dans des réalisations un peu hasardeuses, un peu comme Yann Debont avec Verhoeven, où tu fais, mais pourquoi as-tu réalisé Tomb Raider, le berceau de la vie, quoi. Je crois que c'est le deuxième ou le premier, je sais plus. Il a fait Twisters et Speed aussi. Il a fait le premier Speed, effectivement. Il a fait Speed 2 aussi. Hein. Tu sais, je veux dire, il y a toujours un moment où tu te dis c'est cool qu'il ait fait ça, mais il a fait ça après, tu vois. Je savais pas que c'était lui qui avait fait Twister, bah, tu vois, ça m'apprend quelque chose. Alors, actualité, quoi. Mais oui, non, mais en tout cas, oui, c'est. Il y a un énorme travail là-dessus et ça va justement jouer sur ces deux façons. Une façon il y a un militantisme intellectuel, un militantisme revendicateur plus violent. Les deux n'arrivent pas à s'entendre alors que les deux devraient communiquer et c'est là-dessus aussi qu'il va se baser. Et c'est ce que Daniel va apprendre en se disant j'ai perdu mes parents, maintenant je suis en train de perdre ma sœur. Il y a quelque chose qu'il faut faire en fait. Et c'est ça qui est justement intéressant. Mais tu parlais des images. Moi, ce qui est assez fou, c'est qu'au début, je me suis fait avoir. Je sais pas pour toi, mais quand on a donc après le premier discours sur la chaise électrique, les images des défilements anticommunistes, enfin des défilements communistes anti-guerre. Désolé. On a ces images-là avec du coup les chants scandés et tout ça. Moi, j'étais persuadé qu'on était en train de regarder des images d'archives et je me suis demandé dans quelle mesure on n'était pas en train de le voir. Et le deuxième flashback arrive où là, on voit ils sont en train de monter cet escalier, de sortir peut-être je sais pas, chaussée d'une bouche de métro ou quelque chose. Ils sont en train d'arriver sur la place pour justement gueuler et avoir ce moment où ils vont être portés là pour faire le discours. Et là, tout à coup, pof, la caméra se rapproche. On voit que les deux gamins sont avec eux. Donc là, je suis, ah oui, donc non. Et là, j'étais de nouveau persuadé d'être dans une image d'archive. Donc je me suis bien fait avoir. Donc oui, effectivement, s'il en utilise, elles sont très subtiles et elles sont masquées dans le montage, mais tu as l'impression qu'il est en train de ressortir des documents pour dire on part du commun pour aller vers l'intime, alors qu'en réalité, j'ai bien l'impression que non, il a tout refilmé et que c'est juste que c'est avec une précision qui doit se baser effectivement sur l'archive et qui parvient à intégrer les personnages dans le cadre, un peu comme ce qu'aurait pu faire Zemeckis avec Forrest Gump quelques années plus tard. Le côté, nous reproduisons l'archive pour y intégrer les personnages. Ça, c'est assez passionnant de réussir à faire ça sans que ce soit justement très pompeux. C'est pas populiste en fait dans la manière de le faire. Apparemment, il y a des gens qui croyaient vraiment qu'il y avait des archives. Alors peut-être que c'est amusé, peut-être qu'il y a 5-10 secondes d'archives à un moment sur les manifs du Vietnam. Que oui, mais c'est intéressant de se dire qu'on essaie de déterminer ça sans avoir vu de making-of en se disant nous on se fie juste au ressenti. Peut-être que effectivement regarder les coulisses nous donnerait des réponses, mais les réponses c'est plutôt à nous de les chercher dans l'image plutôt que de les avoir toutes prêtes devant nous. Et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il met le fond social du film dans l'écriture avec des petits discours, notamment entre les parents et les enfants. On voit le parallèle, d'ailleurs, entre deux combats qui se... Alors,
déjà dans les années 30, 40, 50, parce que les parents se rencontrent, je crois, après les accords de Munich 38, tout ça, donc jusqu'au début des années 50. Puis après, on est à la fin des années 60. Il y a une autre lutte qui est parallèle et jusqu'à la fin des années 60, c'est les droits civiques. Les droits civiques qui sont même mentionnés par les parents aux enfants, pour le droit des Afro-Américains dans l'histoire. Ah oui, mais depuis Jim Crow, tu vois, ce joueur de baseball ne peut pas jouer dans une équipe nationale, etc., parce que le fils est fan de baseball, etc. Et le père apprend déjà à son fils la tolérance, mais la tolérance envers tout. Et ça, c'est passionnant. C'est des petits dialogues comme ça. On voit que le père, il veut façonner le fils à son image, hein, d'ailleurs, clairement. C'est ce qui fait que Daniel a fait le rejet probablement derrière. C'est typique. Hein. Il a fait sa crise d'adolescence après la mort des parents, ce qui est logique. C'est doublement horrible d'ailleurs dans cette histoire. Mais il y a aussi le rapport donc aux droits civiques des Afro-Américains, et ceci jusque dans le choix de la bande originale. Parce que probablement comme dans Dog Day Afternoon, il n'y a pas de musique extra-diégétique composée exprès pour le film, même s'il y a un compositeur qui est donc Bob James, qui est crédité. Peut-être qu'il a fait des arrangements où il y a des petites nappes de temps en temps, c'est possible. Mais on a surtout, et à 90% du temps, des morceaux chantés par Paul Robeson. Attends, je n'ai plus le nom en tête. Ça m'apprendra à avoir ça sous les yeux. En tout cas, un chanteur afro-américain très connu de l'époque, qui était à la fois donc à fond militant pour les droits civiques, mais aussi communiste. Ce qui souvent, d'ailleurs, pouvait aller de pair quand même. Et ça, c'est passionnant. Voilà, Paul Robeson. Voilà, avec un E entre Rob et Son. Et c'est passionnant, cette idée aussi. C'est-à-dire qu'il arrive à... L'histoire de l'Amérique, elle est là, elle est connectée, et avec la BO derrière. Le choix de la musique chez Sidney Lumet est toujours très important, de toute façon. Mais il ne laisse strictement rien au hasard, jusqu'à justement son casting. À part quand il doit utiliser des figures pour les tordre, Lumet, c'est quelqu'un qui aime s'intéresser à la figure un peu, on va dire, vierge. Il aime s'intéresser aux nouveaux acteurs, il aime justement jouer. Voilà, on parlait tout à l'heure de River Phoenix, on peut parler aussi de cet acteur qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui est dans Prince of the City, qui était Treat Williams. Voilà. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui aime justement jouer avec ça. Et c'est marrant parce que c'est des acteurs qui, derrière, même s'ils sont toujours là, enfin là, Timothy Hutton est toujours là, Amanda Plummer aussi, c'est pas des acteurs qui ont fait carrière dans le sens où c'est pas les premières têtes auxquelles on pense. Et ça, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et il a une manière d'ailleurs de les diriger et de leur donner un rôle extrêmement déterminant et très précis et de les pousser dans des moments extrêmement complexes. Voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse une fois plus beaucoup à l'intime et au sentiment. Et ça contribue à ça. Il façonne des personnages. Nous voyons des personnages. Il n'y a aucun moment où on se dit, tiens, je connais cette personne. Non, tu es directement plongé avec le personnage qui est mis en avant. Et c'est d'autant plus vrai, là, tu parlais justement de la manière dont le père fait un transfert sur son fils, que le père est mené vers une forme... Alors, je ne sais pas si c'est le terme à utiliser, c'est toujours compliqué de savoir comment en parler avec justesse, mais une forme de folie. Il y a une scène pivot qui est cruciale, qui pour moi est vraiment la scène pivot du film, alors qu'elle apparaît presque à 1h35, 1h40 de film, je crois, qui est du coup la scène de visite en prison, qui est absolument bouleversante. Et donc après le passage où la mère vient voir avec la gamine, lui pose quand même la question du « j'aimerais bien savoir comment ils vont vous tuer ». Qui est persuadé, elle arrive, elle fait mais ils sont pas là, ils sont déjà morts parce que les gens dans ma classe m'ont dit qu'ils les avaient tués. Et la seule chose qui l'obsède, c'est mais ils vont vous tuer comment en fait, parce que c'est terrible. Et t'as l'impression qu'elle dit ça avec un recul en plus, qu'elle réalise pas ce qu'elle raconte. Et quand le père arrive, où là justement il y a plus d'engagement, il y a plus rien, il y a même pas vraiment ses enfants dans la pièce pour lui, il a juste envie de leur montrer la collection d'insectes qu'il a réussi à attraper. Et par contre, il n'y a que à son fils qu'il le montre. Où il est comme ça, oh mon Dieu, tu es merveilleux, tu vas tout réussir, tu vas tout faire. Et quand il regarde sa fille, il lui dit bah, et moi? Voilà, la gamine qui arrive dans le champ, qui dit oui, mais j'existe, hein, et qui lui dit ah oui, mais toi, tu vas mieux réussir parce que t'es belle, t'es le portrait de ta mère. Et c'est tout ce qu'il est capable de lui dire. Et c'est là que tu vois qu'il y a une différence, parce qu'on pourrait se dire bon, bah, c'est un père de famille moyen américain qui regarde ses enfants différemment. Le fils travaillera, la fille sera une femme, mais qui pourtant dans tous les flashbacks intègre énormément son épouse au combat. C'est même elle qui mène le plus souvent le combat. Et il y a un équilibre entre eux qui là est totalement brisé, qui te dit qu'en plus de ça, quand tu as ce genre de choses qui arrivent, la prison,
la haute sécurité, parce qu'ils sont quand même enfermés tous les deux. Il parle aux gardiens, il les tutoie, il parle avec eux de ce qui se passe. Donc, il y a un rapport qui... Il y a encore plus fort, c'est que la mère et tout va même embrasser une gardienne afro-américaine. Exactement. Non, voilà, c'est ce qu'on voit. On voit qu'ils ont un rapport. On voit bien que ce ne sont pas des criminels, quoi. Et même les matons du coup de la prison le montrent. Mais ils ne se voient plus. Voilà, c'est d'abord on voit la mère, elle s'en va. Maintenant on peut voir le père. Donc tu vois que l'isolation et ça joue sur les esprits et ça joue sur justement l'esprit du père qui lui est totalement ailleurs. Il n'est plus là quand il arrive. C'est plus le même homme. Il est hystérique. Il est totalement il est perdu. Il y a un truc qui est très intéressant dans cette scène avec le père, et le fils et la fille, c'est qu'on a l'impression qu'il s'est scindé en deux, le père, en fait. Parce que dans un sens, il espère que le combat continuera et que son fils fera pareil. Voilà. Mais il veut aussi protéger sa fille de cela en espérant qu'elle, elle fera sa vie en dehors. Alors qu'il ne se rend pas compte que concrètement, c'est le contraire qui va se passer. C'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire que là, limite, il traumatise sa fille avec cette scène-là. Et donc après, pour se faire accepter post-mortem de ses parents, enfin surtout du père, elle va être à fond dans le combat. Et lui, pour pas suivre ça, le père et tout, le fils, lui, il va faire sa petite vie à côté. C'est quand même l'ironie du sort affreuse, en fait, dans cette histoire. C'est-à-dire que la séparation par le système ici brise la famille. Ouais. Et c'est pour ça que cette scène est d'autant plus importante, c'est parce que justement, alors un peu après, donc là pareil, on arrive peut-être dans un moment où on pourra en parler plus tard, mais après justement, il y a Daniel qui a une discussion avec une autre personne à qui il demande des réponses, qui lui répond mais de toute façon ta sœur elle est malade, et lui il répond un truc qui est hyper important et qui justement fait écho à cette scène-là. Il lui dit mais et si ma sœur n'était pas malade, et si elle était juste inconsolable? Et c'est ça. Voilà, en disant vraiment, ma sœur elle a juste été détruite en fait par ça. Elle est pas malade, elle n'est pas psychotique, elle est juste totalement dans un deuil qu'elle n'arrive pas à faire, quoi. Et d'ailleurs, là, on y est dans la zone spoiler, si vous voulez, parce que bon, au final, il y a vraiment peu à spoiler. Bon, le seul truc spoilable en soi, mais bon, si on ne le voit pas venir, c'est que quand même c'est compliqué, c'est que la sœur va mourir. Enfin, on le voit pas d'ailleurs. Alors, c'est la force de Ciné Lumet, c'est que c'est aussi un réalisateur qui maîtrise très bien l'ellipse cinématographique. C'est que, en plus des timelines, etc., donc la sœur se laisse mourir. Comme tu le dis, là, malade, mais malade de quoi? Elle a été rendue malade par l'Amérique, qui a tué ses parents. Elle est malade, pourquoi? Parce qu'elle a des idées communistes. Ça, c'est des idées aussi. Parce que c'est que beaucoup d'Américains dans le système se persuadent que certaines choses différentes à leurs yeux pourraient être des maladies. Là, on n'a pas que par rapport à des idées politiques, malheureusement. Mais bon, ça, c'est autre chose, mais c'est quand même l'idée là. Et que la sœur se laisse mourir. Il y a des scènes qui sont déchirantes entre la sœur et le frère dans le présent diégétique, où il essaye de la raviver en retrouvant l'affiche à l'époque pour les libérer, Free Them, là, qui est assez mythique. Mais c'est mort, c'est fini. Il ne peut rien faire. Et on ne la voit pas mourir, sa sœur. C'est-à-dire, à un moment, il y a plusieurs scènes comme ça. C'est pas qu'on l'oublie, mais on se dit, elle est toujours malade, etc. Et à un moment, paf, enterrement, enfin funérailles, qui sont mises en parallèle. Donc, il y a l'ellipse, mais en parallèle avec les funérailles des parents après leur exécution. Ça, au même cimetière. Hein, au même cimetière. Là où on peut s'en douter, alors ça, c'est quand on connaît un peu la filmographie de Lumet, ou quand, comme lui, on comprend le langage cinématographique, parce que effectivement, Lumet n'est pas pareil, même si il a quand même, on disait des marottes, on disait aussi il a des traits caractéristiques de sa mise en scène. C'est quand même quelqu'un qui généralement se met au service d'un langage qu'il considère comme commun. Donc normalement, si quand le langage cinéma est respecté, tout le monde le comprend et Lumet, ça le sait. Et il a cette façon justement de remettre des balises sur la sœur. La sœur, on en parle. Quand elle n'est pas là, on parle d'elle. Et le moment où il fait la rupture, il a juste, sa seule solution, c'est de se dire, maintenant, on ne la voit plus, on n'en entend plus parler. Elle n'est plus là. Elle n'existe plus dans le dialogue. C'est parce qu'elle est décédée. Et c'est ça qu'on doit se douter. Alors après, effectivement, il va le montrer à l'image, mais quand on comprend ce qu'il fait, voilà, c'est toujours un spectre qui plane jusqu'au moment où le spectre n'existe plus. Donc ça, c'est assez impressionnant. Pardon. Mais on va atteindre justement à ce moment-là, tu vois, l'une des scènes qui justement s'approche de la scène finale, là, vu qu'on parlait du fait de pouvoir divulgacher un peu. Allons-y. On va montrer justement Daniel qui va aller confronter une enfant d'une autre famille, qui est la famille donc qui, après les recherches de Daniel, aurait entre grands guillemets trahi. Et c'est là que c'est intéressant. On est en train de dire, si tes parents ont été exécutés, c'est parce que telle personne, là, lui, là, il a fini par parler. Et la preuve, regarde, lui, il s'en est bien sorti. Ses enfants ont été à bonne école. Il a eu plus d'argent. C'est quand même un peu étrange, là où vous avez été traîné dans la boue. Et tu vas avoir cette confrontation où il va aller voir cette nana qui est la fille de ce mec-là en lui disant,
Bon, pour lui dire finalement, je veux que ton père avoue ce qu'il a fait, mais où avant ça, il va aller la confronter sur, bah quand même, c'est un peu, il l'aborde pas d'ailleurs de la bonne manière en lui disant, enfin, n'empêche, toi, t'as bien vécu, t'as été à bonne école, et en plus, c'est ça, il accuse l'enfant d'avoir eu un privilège, alors que elle y est pour absolument rien, et il y a une confrontation qui est intéressante, ou même où elle lui dit, oui, mais bon, j'ai peut-être eu une bonne école, j'ai peut-être eu une bonne famille, mais mon père, moi, on m'a craché dessus en me disant que je suis la fille, enfin, que je suis la fille d'un traître, toute ma vie. Chose que toi, tu as peut-être tes parents qui sont morts, ta sœur qui, bah, justement, est décédée après avoir fait un énorme passage en HP, mais toi, tes parents, c'est des héros. Et ça, on te le reconnaîtra toujours, tu vois. On sera toujours en mode, ah mon Dieu, le pauvre petit enfant souffrance du fils de héros, là où moi, je suis la fille privilégiée du traître. Et voilà, et ça, c'est horrible. Le rapport les enfants, c'est autre chose. Mais, et après, je vais te laisser prendre la parole un peu là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à dire. On a la confrontation avec le père, un père qui, enfin, donc le père qui aurait trahi, qui est une personne donc très âgée, qui n'a plus toute sa tête, qui n'arrive pas à exprimer avec des mots ce que Daniel aimerait qu'il exprime, mais qui va juste faire une chose. Et c'est là que Lumet va justement retirer le dialogue, faire de l'humilité et faire de l'image. Il va pleurer. Il va prendre Daniel dans ses bras. Il va lui demander pardon par le regard, par le visage. Il va quand même esquisser un pardon sans le dire, en le disant. Et il y a quelque chose qui se passe. Le côté, oui, effectivement, Daniel avait raison, mais qu'est-ce qu'on doit dire à ce mec-là qui a sûrement été torturé en prison, qui a sûrement souffert aussi un martyr? Est-ce qu'il y a un côté, c'est la ligne jusqu'au bout? Voilà, ça nous met face à ça. En nous disant, c'est facile de regarder tout le monde en disant, faut pas trahir, faut pas faire ci, faut être fier, mais on le vit pas. C'est la On le vit scène, pas. c'est une des scènes les plus fortes, hein, ce Ouais. vieux monsieur donc, qui s'appelle Mindish, qui donc aurait trahi les parents parce qu'on a dû, comme tu l'as dit, on a dû le pousser à bout, mais peut-être menacer sa famille. Enfin, à mon avis, on peut tout imaginer. Et là, on se dit, bon, Daniel, il n'aura jamais sa réponse, quête de vérité, tout ça. Mais en fait, lui mettre en offre une indirectement de réponse. On le voit bien par l'attitude de ce vieil homme qui a l'air sénile, mais pas justement sur le principal. C'est que là, en voyant Daniel et tout, il s'excuse en pleurant. Donc, on a une vérité ici, c'est que les parents, ils ont été trahis. Alors, est-ce qu'ils auraient vraiment fait de l'espionnage? Il y a toute une histoire, d'ailleurs, ça on n'en a pas parlé, mais c'est passionnant, mais sur le fait espionnage atomique. Ça, c'est post-Oppenheimer, si vous voulez. Quand on y pense, on peut faire toujours des liens. Mais comme quoi, et voilà, espion pour donner la bombe atomique aux Russes. Bon, hein, c'est la guerre froide, hein, évidemment, on est en plein dedans. Et c'est en lien, cette idée atomique, avec la fusion électrique de la chaise électrique. Donc finalement, tout ça amène la mort, hein, au final. Hein. Quoi qu'il arrive, dans un sens ou dans l'autre, ça amène la mort. Et là, ce monsieur, bah, il craque et il se souvient de ça. En fait, Daniel, il a sa réponse. Au-delà de savoir la vérité ou pas, il a cette réponse. Il a aussi la terrible vérité mes parents n'ont pas eu que des soutiens. Au-delà de l'Amérique qui a accusé, même au sein de leurs proches, il n'y a pas eu que des soutiens. Il y a eu ce monsieur qui aurait trahi. Et même au niveau de la famille, on peut parler de la tante qui les recueille quand les parents sont en prison. Et la tante, elle n'est pas pro-communiste et tout. Elle met toute... alors, je pense que c'est la belle-sœur, du coup. Elle met tout sur le dos du père. Et la tante, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas qu'elle se débarrasse des gamins. Elle les fout en pension, quoi. Elle les met en prison aussi. Il y a cette idée de prison. Et d'ailleurs, il y a une magnifique scène de fugue hein, où ils peuvent enfin vivre, hein, le frère et la sœur enfants. C'est un des seuls moments où ils arrivent à avoir une vie à eux, quoi. Et avec la musique, d'ailleurs, de Paul Robson hein, derrière. Et c'est perçu comme tel d'ailleurs par les enfants dès le début, notamment la gamine, qui justement, c'est ce que Daniel essaie d'expliquer à l'une des personnes qui gère la pension, qui lui dit non, non, mais on est là pour vous, on est là pour vous aider. Et lui dit, il dit, vous n'arriverez pas à sortir de la tête de ma sœur le fait qu'elle se sent en prison. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à s'évader grâce à un jeune garçon catatonique et tout, qui sera l'écho proleptique peut-être de l'état de la sœur d'après, hein, des années après. Mais ça, c'est dans l'écriture. Alors, je ne sais pas si c'est dans le bouquin, c'est le scénariste probablement, mais Lumet met le doigt dessus et dit ça, voilà. Langage cinématographique, comment il fait le lien entre le passé et le présent, ça se fait naturellement en fait. Hein. Ça se fait naturellement. Et comme tu le dis, alors oui, il a ce côté, on va dire, entre guillemets, le terme est un peu galvaudé, mais académique qui fait qu'on reconnaît facilement, mais il faut aussi réfléchir avec le film. Voilà, il y a des choses qui sont plus subtiles que d'autres. Parler de la petite fille en rouge avant, bon, pas forcément le gros truc le plus subtil, mais il y a des choses ici, là, sur cette fugue notamment, il y a beaucoup de subtilité quand même. Où on a ce New York des années 50, là, magnifiquement reconstitué aussi. Il faut le travail derrière, accessoiristes, décors, costumes. C'est du beau boulot pour un film qui n'a pas un énorme budget. En plus, Sidney Lumet, il le dit dans son livre, il a toujours travaillé avec un budget limité. Hein.
C'est le cinéaste de l'économie, d'ailleurs, aussi. Oui, Lumet, c'est quelqu'un qui, quand on lui dit tu dois travailler pour tant, il réfléchit à ça. Il est jamais en mode je vais essayer de faire du dépassement ou ah mince, je vais me limiter. Non, c'est en mode ok, comment est-ce que j'optimise tout? C'est une façon presque de penser, alors dans un registre bien différent, un peu à la Corman, quoi. Mais bon, il a quand même des budgets plus conséquents que Corman, hein, mais à chaque fois, oui, effectivement, je pense que c'est aussi pour ça que Lumet, alors là, je suppose, mais je crois que c'est dit plus ou moins par lui aussi, effectivement, toujours dans le livre Faire un film, hein, que tu cites, qui est un livre très important, très très bon pour Lumet, mais pour le cinéma aussi. Enfin, ça explique énormément de choses sur toute une économie cinématographique américaine. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, l'une des raisons pour lesquelles Lumet n'a jamais dérangé et qu'on l'a toujours laissé faire ses films malgré les prises de position qu'il pouvait avoir, ou malgré le fait que ses films faisaient des fours aussi, hein, ça marchait pas toujours très bien. La plupart du temps, ça marchait pas en fait. Mais parce que il coûtait pas très cher. Et il savait que tant qu'il ne coûtait pas trop cher, tant qu'il n'était pas trop gourmand, ça passerait. C'est pas justement, c'est un peu le contraire de, mais moi c'est une ambition que je revendique aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Enfin que je revendique pas, pas à titre personnel, mais je veux dire ce que dit Scorsese, lui, qui dit non, moi je veux tant d'argent parce que mes films doivent être des fraises, doivent être ambitieux, doivent être ci, doivent être ça. Ça s'entend aussi. Mais lui, forcément, il aura plus de mal, notamment récemment. Là où Lumet lui aurait dit, ah, mais je vais te faire le même film, mais pour 100 millions de moins, t'inquiète pas. Il aurait fait Killers of the Flower Moon avec 50 millions de moins, peut-être, tu penses? Et ça aurait probablement eu tout autant de gueule, mais parce que lui, il aurait sûrement travaillé sur le côté, il serait allé voir, tu vois, un gars comme Bob De Niro et DiCaprio en leur disant, mais c'est le film qui compte, c'est pas vous. Donc vous allez prendre moins. Voilà, c'est ce qu'expliquait Paul Newman sur je ne sais plus quel film, où Paul Newman disait, mais Lumet, moi, il vient sur le verdict et il dit, moi, je viens avec Lumet parce que Lumet me paye pas, enfin, il me paye beaucoup moins, et c'est parce qu'il m'intéresse. Et là, je sais que je vais faire du cinéma, je sais que je vais travailler quelque chose. T'as des acteurs qui allaient voir Lumet pour faire vraiment leur métier. Sean Connery, par exemple. Ah bah, Sean Connery qui lui a supplié presque de casser son image, quoi. On a vu The Offense. The Offense, c'est chaud quand même. Il était en pleine. C'était après des James Bond, non, il en faisait encore. Hein. Il était au top de sa popularité pratiquement à l'époque. À 72, je crois, 73 The Offense. Hein, donc, ouais, c'est un truc comme ça. Oui, non, attends, je suis en train de vérifier, effectivement. Mais bon, c'est ça, c'est 73. Tu as raison. Ouais. Mais bon, après, Sidney Lumet, il a ce côté engagé dans l'économie du cinéma aussi, finalement, parce que tu vois, il va pas agir en gros capitaliste du système. Oh, le pognon, de toute façon, il va venir vers moi, il va venir vers moi. Finalement, il a aussi cet engagement, même si Sidney Lumet, oui, c'est un cinéaste qu'on peut qualifier de gauche au point de vue américain. Mais qui aussi, qui s'intéresse aussi au socle familial, etc. Donc, il y a aussi des bases américaines. En soi. Mais ça, c'est quelque chose qu'il a toujours d'ailleurs animé. Alors de temps en temps, non, effectivement, il va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus grandiloquent. Bah, là, je pense à Network, qui est au final peut-être son film le plus grandiloquent dans le sens propre du terme. Mais c'est parce que ça va avec totalement le sujet. Mais même quand il s'intéresse à des secrets d'État, il va aller dans l'intime. Quand il fait Point Limite avec Fonda en président, c'est quand même une pièce, un téléphone. Et il est là en mode, c'est ça la décision politique, c'est pas les grands discours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement de montrer tout ça. Et oui, effectivement, il va tout le temps aller dans l'intime. Quand il fait un après-midi de chien où le mec te dit, bah en fait, je fais un film sur, un casse de banque, ça pourrait être impressionnant, ça pourrait être tout, et que tu dévoiles les raisons du personnage qui sont, je dois payer une opération de transition de genre à mon compagnon. C'est incroyable. Déjà, c'est hyper précurseur. Ah, pour l'époque, c'est fou. Voilà. Mais en plus de ça, c'est de l'intime en fait. On est dans l'intime, on est dans la raison des personnages, qui est une raison vitale pour eux. Et hyper engagé dans le sens où quand même Daniel sort en plein réalisme, enfin au début du réalisme. Oui. Faire un film comme ça, en plus qu'il y a des échos de timeline, donc chasse aux sorcières, contre la guerre du Vietnam. Surtout quand Reds, qu'on a cité avant, lui s'est fait défoncer pour ça. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Alors ça c'est clair. Ça n'a pas été très apprécié. C'est dire qu'en 83, les films qui sortaient, c'était pas du tout Daniel dans le style. Hein. Alors là, non. C'est ça. Non, on est en train de s'approcher on est en train de rentrer dans un port du cinéma que beaucoup défendent encore dans le c'était mieux avant. Okay. Justement, il faudrait se poser des questions sur qu'est-ce qui était vraiment mieux avant. Daniel, oui. Je veux dire, ça, c'est un film important qui, lui, marque son histoire et parle de son époque. Là où les autres la fantasment. C'est un autre problème. Mais ça explique certainement pourquoi Daniel est tombé dans l'oubli. Hein. Forcément. Ah oui, parce que personne n'avait envie de voir ça, j'imagine aussi. Si on peut être sérieux. L'engagement se fait par la musique, on en parlait. Donc, Paul Robson, oui, mais tu as des thèmes qui veulent dire les choses. Tu as la marche du peuple. Alors, c'est un chant, je crois, qui a été entonné dans les camps de concentration pour la liberté et l'émancipation par des prisonniers
qui était probablement communiste aussi d'orientation politique, qui a été repris donc par Paul Robeson en rapport aux civil rights. Tu as de Little Light, le morceau This Little Light of Mine aussi, pendant la fugue des enfants, d'ailleurs c'est très intéressant, mais qui revient un peu plus tard, je crois, qui est qui revient plusieurs fois, effectivement. Qui est un morceau des Civil Rights Movement, donc il met vraiment ça en lien, il fait son engagement. C'est-à-dire qu'en filigrane de la anti-chasse aux sorcières, anti-peine de mort, il nous parle aussi des mouvements contestataires anti-guerre et pour le droit civique des Afro-Américains. Et d'autant qu'il mêle énormément ça, comme tu dis, il mêle les luttes, quoi. Il n'arrête pas de rappeler, puisque tu vois, This Little Light of Mine, I'm Gonna Make It Shine, c'est un chant aussi qui a été contre l'esclavagisme et qui a été un chant très entonné par ce qu'on appelle maintenant les Afro-Américains, qui à l'époque étaient justement plutôt des Africains déportés, quoi. Je veux dire, enfin voilà. Qui est devenu un chant pour les enfants et tout, qui a peut-être perdu son sens, mais. C'est ça qui a été bien galvaudé malheureusement. Mais c'est vrai que oui, s'il l'utilise une fois, tu pourrais te dire à la limite dans une comptine le soir, les parents chantent ça, on comprend le sens. Non, c'est quand même utilisé dans des moments beaucoup plus importants, jusqu'à être entonné par les personnages, être entendu en extradigétique. Enfin, il y a beaucoup de choses. En deux fois. C'est-à-dire que pendant que les enfants, oui, c'est la chanson pour les enfants si on veut, mais après, on voit les militants dans la rue, c'est vers la fin du film en plus, et repris par une chanteuse folk des années 60-70, quoi. Et c'est ce qui rappelle en utilisant justement un chant qui a été utilisé pour les luttes noires dans cette lutte-là, c'est de dire de toute façon, l'Amérique aura toujours un démon. Et quand ce ne seront pas les Noirs, quand ce ne seront pas les communistes, ce sera autre chose en fait. Et il le rappelle. Voilà. Puis à la fin, tu vois, là-dessus, après on fermera la zone spoiler pour la conclusion, mais Daniel s'intègre à l'histoire à la fin. C'est-à-dire que, tu vois, le côté image documentaire qu'on croirait là dans la rue, là on pourrait être piégé encore, mais il y a Daniel qui débarque, on le voit, il est là. Et ça c'est fort, ça. T'as l'impression c'est très fort. Qu'il a quand même reconstitué avec beaucoup de figurants et tout, juste pour une scène de 20 secondes qui en dit long pour la fin. Ça, c'est vraiment la précision du maître aussi là-dessus, quoi. Donc cette conclusion est très... Voilà, enfin, il est devenu celui qu'il a envie d'être. Oui, l'écho de ses parents peut-être, mais juste quelqu'un de conscient de sa place en Amérique. Quelque part, c'est dans son ADN, quoi. Moi, je trouve ça... La fin, là-dessus, elle est très, très, très marquante. Voilà. Et on ne saura jamais vraiment à quel degré de culpabilité ses parents étaient... Mais on s'en fiche. Parce que, comme je on s'en fout, en fait. C'est pas le sujet. C'est l'Amérique qui a décidé qu'ils étaient coupables. Donc, ils sont coupables pour le système. On peut refermer la zone spoiler là-dessus. Bon, après, spoiler ou pas, vous pouvez le revoir 10 fois, même en connaissant l'histoire sur le bout des doigts. Oui, il y a de la richesse partout. Il y a tellement, comme tu le disais, il y a des niveaux de lecture intéressants. On va en capter autre chose à chaque fois en s'attardant sur un détail que l'on va réussir à déployer ailleurs. Donc, et puis, du coup, le spoil, ça n'existe pas, surtout dans un film comme ça. Surtout dans un film comme ça. Et du coup, Daniel, je pense qu'on peut le dire, a une place très importante dans la filmographie de Sidney Lumet. D'ailleurs, précisons un truc, c'est que c'est l'un des films qu'il aimait le plus, dont il était le plus fier. Et ça se sent dans son bouquin. Il le remet souvent. Il le cite énormément. Et sans ce film, il n'y aurait pas eu Running on Empty, peut-être, ou pas de la même manière. Mais au-delà de ça, ça confirme quelque chose. À chaque fois que je vois un Sidney Lumet, que j'en découvre un, il y a toujours une cohérence, tout en ayant cette versatilité. Tu parlais tout à l'heure de ça. Pour le Fleischer, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il faisait des films très différents. Mais il y a aussi une cohérence. Quelque part, Sidney Lumet, on pourrait le conseiller, on va dire. C'est le cinéaste de l'invisible, souvent on dit. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être un très bon faiseur avec des scénarios tout faits. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et pourtant, c'est pas franc. Le style Lumet, vous allez pas forcément le voir de suite, mais en fait, il éclate par rapport aux thématiques et au fond de ses films. C'est surtout ça. Il met la forme du film, il la met toujours au service du fond et des thématiques. C'est ça qui fait d'ailleurs que c'est un grand cinéaste. Il va jamais se mettre en avant, lui, en tant que metteur en scène. Non, totalement. Bah oui, c'est ça. Effectivement, peut-être que la patte Lumet, c'est d'être un bon faiseur. Mais être un bon faiseur, c'est pas forcément si péjoratif que ça. On peut avoir tendance à se dire que dans des films où il n'y a pas de fond approprié à l'auteur en question, oui, c'est un bon faiseur, ça peut être péjoratif. Venant de Lumet, non, c'est ça. C'est parce que le mec maîtrise son artisanat et surtout comprend le langage. Donc, il doit faire des choses très discrètes. C'est pas un formaliste pur. C'est pas quelqu'un qui se dit, il faut absolument qu'on se dise, waouh, cette scène-là, c'est du pur Lumet. Il a fait un plan séquence d'un quart d'heure, machin. Non, lui, il va justement distiller par le montage et juste dialoguer. Et tout le temps se dire, je dois dialoguer. Quelqu'un qui regarde une séquence avec mes images la comprendra. Et c'est ça qui l'importe. Pas la comprendra parce qu'elle me connaît, la comprendra parce qu'elle comprend.
voilà, je vulgarise un peu tout ça. Mais ce qui fait que oui, c'est ça, c'est la patte d'un vrai faiseur, d'un vrai artisan du cinéma, mais qui, malgré tout, est un auteur et parvient à déployer ses thématiques et parvient à se dire aussi, il ne choisit pas ses scénarios par hasard. Il adapte des choses qui lui tiennent à cœur. Quand il adapte quelque chose comme Ecos, tu vois, qui est un film pareil qui est pas très apprécié, où les gens disent ouais, c'est juste de la pièce de théâtre sur cinéma. Oui, mais non, il parle de personnes qui ont des désirs étranges. Il parle justement de façon de marginaliser, encore une fois, un certain type de personnes sous couvert qu'on ne les comprend pas. Et c'est ça qui l'intéresse, même si, donc là, le mène vers un niveau de barbarie qui est différent. Hein. Le mec qui crève les yeux des chevaux presque après les avoir violés, c'est quand même quelque chose de particulier. Mais c'est une façon de dire, voilà, c'est une fois de plus une personne que nous ne regardons pas, à laquelle nous refusons d'accorder un dialogue et qui finit là, comme la sœur justement dans Daniel. Voilà, c'est ces personnes que l'on refuse d'écouter, qui ont des choses à dire. Et il faut s'intéresser à eux. Et à chaque fois, c'est pareil. Network, par exemple, ne parle que de ça, ne parle que de ce mec qui, voilà, tiens. Ton émission ne fait plus d'audience, donc on te dégage parce que nous, on veut faire de la thune. Et le mec annonce son suicide en direct et pof, tout à coup, ça devient le buzz. Et on se rend compte d'un truc, c'est on a envie d'écouter ce mec-là, c'est génial. Et en réalité, on ne l'écoute pas. Voilà. Tout est basé sur justement la proportion à capter le discours et le dialogue dans le cinéma de Lumet. C'est important pour lui. C'est un faiseur peut-être, mais c'est surtout un artisan auteur qui travaille avec les auteurs artisans. C'est-à-dire que pour lui, vraiment, il faut le lire, le livre, hein, faire un film, Making Movies. Il faut vraiment le lire parce qu'il explique toujours les rapports qu'il a avec tout le monde. Pré-production, pendant le tournage, avec chef-op, tout ça, monteur, et post-production. C'est-à-dire qu'il faisait même l'effort d'être là tout le temps pour la post-prod, ce qui se fait plus trop. Bon, après, c'est une époque où on filmait autrement. Maintenant, tout est numérique, donc je pense qu'il n'aimerait pas trop cette période. Mais bon. Mais en tout cas, Ciné Lumet, je pense que, en tout cas, notre cher Thierry, il n'a pas fini d'en parler, je pense. Voilà. On dit ça comme ça, on ne sait jamais. On espère, en tout cas. Mais ça fait partie de ces cinéastes qu'il faut redécouvrir, j'ai envie de dire, revoir aussi ses films les plus connus et creuser. Parce qu'on n'est pas à l'abri de belles surprises, comme ce Daniel, donc, qui est maintenant disponible beaucoup plus facilement grâce à Spectrum Films. Donc, n'hésitez pas à. C'est une très belle copie en plus. Ouais, bah oui, Blu-ray, DVD, donc même si, voilà. Hein, et avec une petite restauration sympathique, je pense, en plus. Même si ça ne dénature pas l'objet de base, hein, voilà, c'est Ciné Lumet, il aurait fait très attention aux restaurations. S'il était parmi nous, il serait allé voir Spectrum Films en mode merci, faire ça. Mais voilà, c'est dans l'esprit. Et merci Thierry, voilà, que vous pouvez retrouver toujours sur On se fait un ciné. Hein, voilà. Ben, merci à toi de l'invitation. Tu tapotes. Tu présentes beaucoup de films aussi, je crois que c'est à Armentières, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est à Armentières principalement. Ouais. Voilà, il y a eu Les Dents de la Mer, il y aura Roger Rabbit aussi, peut-être des trucs comme ça. Là, on est sur un petit summer break, donc là, c'est peut-être des films qui sur le papier nous tenaient moins à cœur parce que c'était plus une programmation, on va dire, grand public, avec volonté de ramener un petit peu de monde cet été au cinéma d'Armentières en vue d'aller un peu plus loin derrière. Mais au final, on arrive quand même à trouver pas mal de choses à dire, hein, notamment sur Les Dents de la Mer, qui est un film assez passionnant, somme toute. Après travail fait. Donc là, effectivement, on va aller sur Roger Rabbit pour parler un peu des films d'enfance. On va aller sur Point Break en août et sur le Rocky Horror Picture Show, qui est un peu la séance que j'attends avec impatience. Voilà. Et là, on a annoncé qu'on était partenaire du Play It Again. Donc le Play It Again étant un festival qui se déroule sur les deux dernières semaines de septembre, avec tous les cinémas peuvent normalement se déclarer partenaires de l'événement, si j'ai bien compris, parce que c'est pas moi qui ai fait la négoce. Et par contre, il y a un panel de films à choisir et il faut, tu es partenaire du festival à partir du moment où tu programmes, je crois, au moins 2 séances et où tu en présentes une. Et du coup, nous faisons 3 films dans ce cadre. On fait une séance pour enfants qui était Le Magicien d'Oz. Voilà, ça, je sais pas si je la présenterai. Ce sera peut-être le compère Louane de C'est quoi le cinéma, qui est un aussi exploitant à Armentières qui va s'en occuper, mais je serai sûrement là dans la salle. Et on va faire Nowhere de Greg Araki et Divorce à l'italienne. Voilà. D'accord. Un programme très varié. Là, ouais. Et c'est ça, la variété du cinéma, l'image du cinéma de Ciné Lumet d'ailleurs. Merci Thierry. Voilà, on se retrouve pour d'autres aventures très bientôt. Voilà. Oula. De toute façon, les films, on n'a pas fini d'en parler. Hein. On n'en découvrira même pas. D'ailleurs, tu m'excuseras, je viens de dire Divorce à l'italienne d'Elio Petri, c'est de Pietro Garmi. Hein, Ah ben, Elio Petri, c'est l'autre film que tu as cité plus tôt. Hein?
Voilà. Mais peut-être que celui-là, peut-être que ça serait une bonne idée d'émission. Tiens, intéressant. En ce moment, c'est important de parler de ce genre de film. Intéressant. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin après presque 1 heure d'émission. La magie de StreamYard, on n'a plus de limite. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.